Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors notre invité, avant d'être animateur, s'est adonné aux joies du journalisme, notamment dans la presse écrite, avec une passion particulière qui le poursuit, c'est l'automobile. Visage surtout indissociable de la chaîne M6 depuis l'année 2000, il y a multiplié les genres de programmes dans des exercices assez différents. Star Intime, Le Bachelor, Le Dîner Presque Parfait, Le Combat des Régions, ou encore Top Chef, sans oublier sur la petite sœur W9, Le Convoi de l'Extrême. Après le lancement, c'était en novembre dernier, d'un nouveau show Height Show sur M6. Le Globetrotter repart dès ce soir et en prime time sur M6, bien sûr, pour la 10e saison de Pékin Express. Stéphane Rothenberg, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors, le jeu d'aventure donc redémarre ce soir sur les routes de Birmanie, cette fois. Vous avez connu des démêlés, on avait pu suivre dans la presse avec les autorités indiennes. Depuis hier, on voit qu'en effet, il y a également un appel au boycott en Birmanie d'associations dites des droits de l'homme qui pointent du doigt ce pays. Est-ce que c'est une saison maudite ? Ah, maudite, je sais pas, ça a été compliqué à faire. C'est sûr qu'en allant dans un pays qui était encore fermé il y a 2 ans comme la Birmanie, en allant au Sri Lanka qui était en guerre civile il n'y a pas si longtemps, en allant dans le Nagaland qui est une enclave de l'Inde, on se doutait que ça n'allait pas être simple. Donc oui, on a eu des problèmes déjà sur le plan du tournage. Ensuite, je comprends très bien qu'il y ait des associations qui considèrent que aller en Birmanie, c'est pas évident. En revanche, bien évidemment, on ne cautionne pas le régime. On va aux États-Unis sans être pour la peine de mort. On va visiter le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg sans être pro-Poutine. On va en Birmanie sans être pour le régime, bien évidemment. On a rencontré des Birmans, je crois vraiment, et de toute religion et de toute ethnie. Pas les 135, j'ai pas pu te les faire, mais j'ai vu des Birmans, mais j'ai vu des Pao, des Palans, j'en ai vu plein. Ils sont vraiment contents d'être enfin à nouveau pas enfermés dehors, de recevoir enfin des étrangers. J'ai l'impression, en tous les cas. Voilà. Alors, bien évidemment, on ne cautionne pas le régime birman, loin de là. Pékin Express, ce n'est pas une émission politique, mais je crois qu'on est toujours de manière. Alors, c'est un message comme ça en filigrane, mais on est toujours un appel à la tolérance. Voir que les gens accueillent les gens, voir que les modes de vie des gens sont différents, mais au fond, on est capable de tous s'entraider. C'est le message de Pékin. Donc, je comprends les associations qui s'énervent. L'appel au boycott, je le comprends moins, parce que bien sûr, nous, on ne fait pas de politique. Alors, cette saison, vous allez justement, vous le disiez, davantage dans la découverte et à la rencontre des populations locales. Est-ce que c'est une façon de donner un nouveau souffle à Pékin Express ? Alors, c'est un retour aux sources, ça c'est vrai. Ça fait 10 saisons. Et c'est vrai qu'on était parti, on a fait plein de pays. Et il n'y a pas si longtemps, on a fait les États-Unis, l'Australie, l'Afrique du Sud, qui sont des pays où le niveau de vie des gens est plus élevé. En Australie, on vit même, très sincèrement, largement mieux qu'en France en termes de niveau de vie. C'est spectaculaire. Quand on y va, je ne m'attendais même pas à ce point-là, à une telle différence de niveau de vie qui est très nettement au-dessus d'une autre. Et ça, c'était génial en Australie, on ne le regrette pas. Mais c'est vrai que Pékin, au départ, Russie, Mongolie, Chine, c'est la première année. C'est plutôt le choc, effectivement, des cultures. La culture asiatique est très loin de la nôtre. Et puis, de modes de vie très, très éloignés, avec des gens qui vivent de peu de choses et qui ont peut-être d'autres ambitions dans la vie que des possessions matérielles. Surtout dans les pays bouddhistes dans lesquels on va aller cette année. Le fait d'aller au Bhoutan, par exemple, cette saison a été assez incroyable pour ça. Et oui, c'est vrai que c'est un retour aux sources. Est-ce que c'est bien pour les audiences ? Je l'espère. Mais effectivement, c'était aussi la volonté de revenir dans le Pékin des origines. Le jeu change quand même régulièrement, on va dire, ses règles du jeu. Globalement, est-ce que vous n'avez pas peur de perdre un peu les téléspectateurs en cours de route, justement, qui n'arrivent plus à suivre Alors, on garde les règles. Alors, c'est vrai qu'on modifie les choses parce que, à l'inverse, la presse nous réclamerait qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année ? Mais fondamentalement, on est sur 1 euro par jour et par personne, 10 000 km, des couples qui partent à l'aventure et qui ont besoin de l'aide des autres pour se nourrir et pour avancer. Les fondamentaux du programme n'ont jamais changé et je crois que c'est pour ça qu'il dure depuis 10 saisons. Mais c'est vrai que chaque année, on bouge un peu le curseur et c'est un peu normal. Mercredi soir, je rappelle, vous affronterez les experts sur TF1, on va avoir un peu de concurrence, le grand tour sur France 3 et même un match de foot sur France 2. Ça, c'est plus ça. Vous êtes confiant dans votre capacité à faire décoller les audiences. Je rappelle 2 chiffres, 2,7 millions, je crois que c'était la finale de l'an dernier, 3,2 millions lors du lancement, record à battre. Oui, alors c'est vrai que la concurrence, elle dure tout le temps maintenant. Vous savez, c'est dur tous les soirs, il n'y a pas de soir facile. Fondamentalement, un match de foot, ça peut paraître bizarre, mais là, on a des émissions médias, c'est un peu plus simple parce que naturellement, les ménagères vont pas forcément regarder. Voilà. Il y a des choses comme ça. Les experts, c'est une série bien, mais on va dire qu'il y a des séries plus puissantes aujourd'hui à la concurrence. Donc voilà, on n'est pas si mal dans l'univers de concurrence. Maintenant, Pékin a vraiment des fidèles. Ça fait 10 années qu'ils nous suivent. Alors, il y a des années où ils sont plus ou moins nombreux. Il y a 2 ans, c'était énorme. L'année dernière, c'était un peu moins bien. On a l'habitude, ça fait 10 ans. On ne peut pas être en progression depuis 10 ans. Surtout avec aujourd'hui 32 chaînes en face. Voilà. Mais on résiste plutôt bien. On verra bien.
Alors on vous retrouve également, vous l'avez cité tout à l'heure, Top Chef. Ouais. La finale, c'est la 5e saison, ce sera le lundi de Pâques au soir. Comment vous expliquez l'érosion là, cette fois des audiences également? Parce qu'on voit une baisse quand même continue. Est-ce que c'est au fait que l'émission dure trop longtemps, est un peu tard dans la nuit, ou est-ce qu'il y a un phénomène de rejet un peu plus global de la cuisine à la télé? Roger, on n'y est pas encore. Ce qui est sûr, c'est que, vous savez, Top Chef, quand ça a démarré, ça a été un phénomène assez incroyable. On faisait, imaginez-vous, 40% au-dessus des audiences normales d'M6. Donc c'était quand même un truc très très particulier, ce Top Chef. Aujourd'hui, on est encore assez nettement au-dessus sur les cibles commerciales, pour dire les choses. Voilà. Voilà, donc c'est très bien pour la pub, pour tout ça. Mais c'est vrai qu'on est plus maintenant dans la moyenne haute de la chaîne, mais on n'est plus le sorte d'alien qui surnage. Voilà, voilà, il faut s'habituer, mais c'est aussi parce que ça fait 5 ans. Donc je pense que c'est vrai une forme de normalisation, on va dire, de Top Chef. Mais franchement, des audiences comme ça, moi je chine tous les ans encore. Ça reste encore très bien. C'est vrai que je regrette les années où on survolait comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Les temps changent. Pékin Express, Top Chef, vous étiez également aux commandes de Ice Show, c'était en fin d'année dernière. Est-ce que cette nouveauté repartira pour une 2e saison? Alors, c'est pas encore signé voilà, de la blanche main de la patronne, mais tout est en train de se mettre en place. On a commencé à approcher nos chers patineurs, membres du jury, et on commence à regarder les choses. C'est en janvier prochain ou décembre-janvier. On a encore largement le temps. Moi, j'ai même pas signé de contrat encore, donc c'est vous dire que je suis tranquille. Mais oui, ça sent plutôt bon. Philippe Candeloro a déclaré qu'il voudrait bien, a priori, vous piquer votre place en tant qu'animateur. Il serait très bien. Vous êtes prêt à lui laisser? Oui, alors, non, mais pour le coup, c'est vrai que c'est un formidable commentateur sportif. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que, voilà, mais il apporte un peu d'aspérité dans un univers qui est parfois un peu lisse. Et c'est effectivement quelqu'un qui a un talent, et je pense qu'il pourrait être un excellent animateur, sans blague. Et c'est pas si facile que ça. On peut penser que notre métier est un métier assez simple. Je compte, pardon de prêcher pour ma paroisse, c'est pas si facile que ça. Et je pense qu'il fait partie des rares consultant, entre guillemets, parce qu'au départ, il fait partie de cette génération de consultants, vous savez, sportifs devenus consultants, qui a une dimension qui lui permettrait sans doute de tenir une émission sur les épaules. Eh bien, s'il veut ma place, on va réfléchir, on va négocier tous les deux. Vous êtes prêt à lui passer le relais? Pourquoi pas. Autre nouveauté, le télécrochet d'M6 Rising Star, qui arrive a priori à la rentrée, qui cherche un animateur. C'est vrai. On parle d'un recrutement extérieur, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de talent finalement chez M6 dans la maison? C'est pas ça, c'est qu'on est très occupé. Moi, je reconnais qu'avec 3 émissions comme ça, ce serait un peu compliqué. Et c'est vrai qu'il y a cette énorme machine qui a l'air démente, qui est Rising Star, qui est une émission magique. Moi, j'ai vu la version israélienne, c'est incroyable, c'est le premier pays qui a créé ce programme. Donc voilà, alors il paraît qu'ils cherchent à l'extérieur. Bah, bienvenue au club, j'allais dire. Moi, je reconnais que j'adorerais la faire. Mais là, pour le coup, fait acte de candidature. Mais je peux pas regarder mon agenda. Voilà. Donc, c'est frustré, mais résigné que je me rends compte que je ne peux vraiment pas faire l'émission. Donc voilà, s'ils appellent quelqu'un d'autre, ils prendront quelqu'un d'autre. On prend date donc. On peut pas. La surprise pour la rentrée. Je peux vraiment pas là pour le coup. Stéphane, je vous propose de terminer notre séquence Je regarde ou je zappe, un programme en cours ou à venir à la télé, le grand journal avec Antoine Decaune sur Canal+ depuis la rentrée. Alors Antoine Decaune, ça a marqué mon adolescence, vraiment. Donc le grand journal, à la limite, je préfère presque Hanouna en face, mais la personnalité d'Antoine Decaune, son espièglerie, son intelligence. J'aime l'artiste aussi, c'est un réalisateur. Donc je suis plutôt plus client avec Decaune qu'avant. Et alors justement, touche pas à mon poste, Cyril Hanouna dont vous parliez. Ouais, alors c'est particulier, c'est que je sais bien qu'il ne faut pas faire de copinage dans ce métier, mais c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Il a eu un parcours très accidenté. Moi, je suis sur M6 comme une sorte de locomotive. Voilà. Lui, il a fait, je crois, toutes les chaînes qui existent. Il a fait M6, France 4, France 2, etc. Et ça n'a pas été si simple. Le succès d'aujourd'hui est mérité. Aujourd'hui, au début, on le trouvait trop clivant, trop machin truc, etc. Non, son humour est trop particulier, etc., etc. Et les grandes chaînes n'en voulaient pas vraiment. Après l'avoir essayé, il faut reconnaître. Et puis, vous avez une chaîne assez gonflée qui s'est dit que les animateurs, c'est important, pas que les formats, mais les animateurs, parce que c'est une chaîne qui n'a pas de format, Direct 8, ou quasiment pas, ils essayent, mais bon, voilà. Et ils ont fait confiance à un type que plein de gens, finalement, considéraient comme trop clivant. Et ça marche. Franchement, voilà. Autre genre, The Voice sur TF1, le samedi soir, en prime time. J'adore la première partie, j'aime moins la deuxième. Il y a une mécanique absolument géniale. Mika a dynamité l'émission, qui peut-être commençait à s'endormir. Mika a apporté un truc incroyable. Je trouve que la deuxième partie, il lui manque un truc de mécanique. D'ailleurs, on voit sur les audiences, il n'y a rien à faire. Bon, c'est tellement haut au départ qu'ils sont tranquilles. Mais il y a un départ faramineux et une fin un peu comme ça en sifflet. C'est dommage, mais quelle machine quand même. Les anges de la télé-réalité, là, c'est sur Énergie 12. Nabila, si ça vous dit quelque chose. Alors, ça me dit quelque chose, mais je dois reconnaître, peut-être le rouge au front, mais là, j'y arrive pas.
C'est-à-dire que c'est vraiment un truc. Et Dieu sait que moi, je suis capable de regarder plein de choses. Je ne suis pas du tout du genre à dire, moi, je regarde les documentaires à la télé, et Arte. puis voilà, c'est ça. Voilà. Pas du tout. Moi, je suis très client de plein de choses. Moi qui vais épouser mon fils, je suis mort de rire. J'ai fait bachelor, je peux pas. Bon, voilà. Il y a plein de genres, voilà. Là, ils m'ont perdu. Peut-être parce qu'hélas, je commence à vieillir, je ne sais pas. Ils m'ont perdu. Là, je n'y arrive pas. Mais en revanche, il y a des choses sur cette chaîne qui, je trouve injustement critiquées, très bien. Encore une fois, je ne fais pas du genre à me boucher le nez sur Énergie 12. Les anges m'ont perdu. En revanche, il y a plein d'émissions sur Énergie que je trouve assez formidables et intéressantes. Mais ouais, les anges, ils m'ont un peu perdu. Vous en parliez, il est revenu sur NT1, Bachelor, le gentleman célibataire. On ne peut pas renier ce qu'on a fait. Hein. Donc Vous voilà. regardez à nouveau ou pas Alors, j'ai pas revu la nouvelle version. Je suis pas souvent là, mais j'ai commencé. Enfin, ça fait partie de mes premières émissions. Le succès m'a aidé dans ce programme. Il y a combien, 3 saisons Moi, j'ai fait 3 saisons. Ouais. Aujourd'hui, je le referai sans doute pas. Bon, mais vous savez, en télévision, des succès, il faut toujours les prendre. Hein. Même si, voilà, c'est toujours ça de prix. Voilà. Et ça a été des bons souvenirs. À faire, c'est très difficile. Parce que il faut vraiment essayer de faire en sorte qu'il se crée quelque chose, que le bachelor aime la bachelorette ou que la bachelorette aime le bachelor. C'est pas à l'abri que ça marche. Mais voilà, non, c'est des bons souvenirs. Ça a laissé des traces, en tous les cas. Ouais. À venir, cette fois, le prochain retour de Koh Lanta sur TF1. Oui. Oui, je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils font tout pour éviter les risques, vraiment. On est confronté à ça, nous aussi. Les risques dans ce genre d'émission, il y en a toujours. La sécurité est accentuée aujourd'hui. Oui, voilà. Mais franchement, c'était pas non plus négligé avant. Ils sont concernés par ça. Penser que ça a été, la sécurité était négligée, c'est pas vrai. Ça a été une obsession, je crois, d'eux. J'en sais rien, mais je le sais parce qu'il y a beaucoup d'équipes en commun. Précisément, je ne sais pas comment ils sont organisés, mais je sais que c'est la préoccupation de tous les producteurs en général. Et il y a un pépin énorme, un drame. Maintenant, il y a 8 millions de gens qui regardent l'émission. Le programme, je crois, plaît beaucoup. Je pense qu'ils ont raison de repartir. Il y a eu une période de deuil, voilà, respectée. C'est un drame. Je ne sais pas si c'est évitable ou pas, la justice le dira. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour ça, je pense, qu'il faut arrêter l'émission. Bien, Stéphane Antenne, merci d'être venu dans le Buzz. Je rappelle, on vous retrouve dès ce soir. Pékin Express qui est reparti sur les routes de Birmanie, c'est à 20h50 sur M6. Merci encore et très bonne journée. Merci beaucoup.